Salut à toutes et à tous, chers fans de basket, et bienvenue dans un nouvel épisode de Ficelle Podcast. Aujourd'hui, au programme, on va parler du Mercato Euroleague et également des compétitions internationales. Pour m'accompagner, je suis avec Christophe. Salut Christophe. Salut. Et on est également avec Romain. Salut Romain. Salut tout le monde. Alors les gars, on va commencer par l'Euroleague. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé des signatures dans les différents clubs, et je vais commencer par les signatures qui nous ont le plus marqué. Quelles sont, Romain, les signatures vraiment qui t'ont le plus marqué dans cette intersaison Euroleague? Il y en a plein. Ça a fait que de bouger. C'était du grand n'importe quoi et tant mieux pour tout le monde. Mais là, on sent clairement que dans les transferts, je trouve, on passe encore un cap l'année prochaine. En top signature, je dirais le retour de Clyburn en Euroleague avec les fesses, Pilsen, Satoransky au Barça, Ezonia au Real, le retour aussi de Iffelenberg à Bologne, et puis Dante Exum qui signe aux Partisans et qui change. Ça, c'est pour les plus gros qui, moi, m'ont marqué. Puis après, juste en dessous, il y a Amath Mbaye qui vient encore renforcer les fesses avec Achille Polonara, John Brown et Jordan Lloyd qui signent à Monaco. Alors ça aussi, c'est vraiment incroyable. Voilà pour moi ce qui m'a marqué pour l'instant sur cette intersaison, et c'est peut-être pas encore tout à fait fini. Christophe. Eh bien, il y a pas mal de noms que tu as déjà cités, Romain. Effectivement, Satoransky au Barça, c'est vraiment un renfort de poids, je pense. Le Barça va encore étonnamment se situer parmi les favoris. Qu'est-ce que j'ai vu et que tu as dit? Exum qui quitte le Barça. Ça, par contre, là, ça m'étonne un peu que Jasikevičius le laisse partir. Il avait vraiment fini par trouver sa place et était partie prenante dans les derniers résultats. J'avais l'impression qu'on voyait plus que lui en fin d'année. Un joueur très agressif au panier, très spectaculaire. Enfin, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'aurais pas laissé partir. Alors ensuite, Lundberg à Bologne, la Virtus devrait avoir une très belle équipe. Qu'est-ce que j'ai noté qui fait plaisir? De Colo l'Auvergne à Lasvel. Ça, c'est quand même très sympa d'avoir des top joueurs français qui reviennent en France. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a intrigué, et qui m'a fait plaisir aussi, c'est Okobo qui reste entre guillemets en France parce qu'il va à Monaco en doublure de Mike James. Ça m'a un peu étonné, mais bon. Je pense qu'il était courtisé par pas mal de clubs, de gros clubs d'Euroleague, et le voir aller à Monaco fait bien plaisir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Étonné aussi du départ de Will Bucking. On avait l'impression qu'il était à jamais au Maccabi, mais bon, voilà. Voilà ce que j'ai noté. Alors après, j'imagine qu'il y a encore des transferts qui vont se faire. Il y a des noms dont on se demande encore, il y a des rumeurs, etc. Par exemple, un nom comme ça au hasard, Shengelia. Est-ce qu'il a signé à Bologne ou pas? Écoute, j'ai l'impression qu'on en parlait, mais rien n'est sûr, j'ai l'impression. Aux dernières nouvelles, j'ai pas eu écho de sa signature quelque part. Maintenant, je sais que il y a Bjelica, Nemanja Bjelica qui devait signer au Fener, mais c'est pas encore officialisé. Donc on va attendre un peu. En tout cas, de ce que j'ai cru voir, c'est pas encore fait. Ok. Donc voilà, je pense qu'on aura encore quelques gros noms qui vont arriver. Et peut-être même des gens qui reviennent de NBA. Hein. C'est pas impossible encore. On parlait à un moment donné de Timothy Luwawu-Cabarrot qui pourrait peut-être être sur les tablettes d'équipe d'Euroleague. Donc ça peut être des choses qui se font dans les semaines qui viennent. Écoutez les gars, moi perso, j'en ai noté pas mal comme vous, et j'ai quelquefois les mêmes que vous. De Cola Lasvel, alors ça, c'est énormissime pour le basket français. Un joueur avec son CV et le talent qu'on lui connaît,
Je trouve ça dingue de le revoir en France. Donc tant mieux pour le basket français. Thomas Satoransky au Barça, super également. John Brown à Monaco, ça fait plaisir parce qu'il était très convoité sur le marché. Et là aussi, il signe dans notre championnat, donc on peut que se féliciter de ça. J'ai noté aussi Semi Ojeleye à la Virtus Bologne. Alors certes, il n'avait pas des grosses stats en NBA, mais je me souviens quand même de lui parce qu'il a fait 4 saisons au Celtics. En plus, il a joué pas mal de matchs de playoffs. Donc il récupère quand même un mec avec une certaine expérience et qui en plus a joué dans la meilleure ligue du monde. Et ensuite, j'ai noté Gabriele Procida, voilà, qui est un prospect italien qui fait pas mal parler et qui a signé à l'Alba Berlin donc. Et je me demande si il va pas être un peu dans la lignée de Simone Fontecchio, même si Fontecchio est déjà un peu plus âgé. Je me dis, est-ce qu'en signant à l'Alba Berlin, ça va pas être un tremplin pour lui et il va pouvoir ensuite signer en NBA. Alors il est encore jeune, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est vrai que cette intersaison d'Euroleague, bah, elle nous régale, hein. Elle nous régale. Alors on va voir les signatures qui vont arriver, mais je crois que j'ai jamais vu autant de concurrence, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Ce qui rend ce mercato excitant, c'est la disparition, entre guillemets, des 3 clubs russes qui, quand même, fait que leurs joueurs cherchent de nouveaux clubs, même s'ils essaient quand même de recruter, ça a fait polémique, hein, ils essaient quand même de recruter pour rester compétitifs dans le championnat domestique. En fait, ça a libéré quand même pas mal de CV. Et même avant la fin de la saison dernière, hein, notamment Hackett et Shengelia qui étaient allés renforcer Bologne. Donc forcément, ça crée du mouvement, puisqu'on a 3 équipes très très bien armées en termes de très bons joueurs qui finalement disparaissent de l'Euroleague. Donc ça crée du mercato, c'est sûr. C'est clair. Et c'est là où on se rend compte de la puissance financière que pouvait avoir le basket russe, en tout cas le championnat russe, avec tous ces joueurs qui reviennent en Europe ou qui signent en France. Enfin, c'est là où on se dit wow, à l'époque c'était quand même pas mal. Donc le fait que ça renforce au final, comment je pourrais dire, ça resserre, on va dire, un petit peu les équipes, et c'est là où ça fait encore plus un niveau encore plus fort, quoi. L'impression que ça donne, en tout cas. Bolomboy qui va à l'Olympiakos aussi, je crois. Ouais. Et puis Itoudis qui va coacher le Fener. Mm. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas de news sur un coach que j'aime beaucoup, qui était le coach de Saint-Pétersbourg, Pasquale, je crois, qui, a priori, si on n'a pas de nouvelles, resterait. Reste, hein. Ouais, je pense aussi, hein. Voilà. C'est l'impression Après, que il y a les contrats, c'est sûr que ça donne. C'est ce que j'ai cru voir, ouais. Je pense Très bon qu'ils lui ont coach. mis un petit peu, je pense qu'ils lui ont mis un petit peu la pression, mais après, bon, ils arrivent quand même à signer des joueurs, les clubs russes, mais Ouais. c'est sûr qu'ils joueront pas l'Euroleague. Et c'est ce qui va permettre, en quelque sorte, à certaines équipes d'intégrer peut-être, je vais pas dire plus facilement, mais d'avoir une chance d'intégrer le top 8, en tout cas. Ça rend bien service à ces équipes qui arrivent en Euroleague cette année, comme Bologne, Valence, je sais plus, Partizan, C'est clair. qui ont déjà des effectifs très très solides, hein. Bah, Ils vont écoutez, pas arriver pour essayer de pas jouer, ils vont pas arriver pour se maintenir en fait. Ils vont arriver Mm. pour déjà jouer les premiers rôles, j'ai l'impression. bah, écoutez les gars, Accéder au top 8, ça va être, Ouais, ça va être hyper dur. ouais, tout à fait. ça tombe bien, on va en parler. Est-ce que parmi les recrutements que vous voyez, il y a déjà des équipes qui pourraient se dégager et être parmi vos favoris, même si les recrutements ne sont pas encore vraiment bouclés pour pas mal d'équipes? Je vais commencer par Christophe. Voilà, est-ce que pour toi, il y a t'as déjà des favoris? Bah, quand j'ai regardé ça tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher de sortir 4 équipes, Barcelone, Efes, Olympiakos et Madrid. Même si j'ai l'impression que Madrid, pour l'instant, fait un mercato assez discret, à moins que j'ai raté des infos, j'ai l'impression que on va retrouver ces équipes-là
encore tout en haut. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, puisqu'il n'y a pas de révolution dans leur effectif, dans leur roster. Les Fesses a l'air d'avoir recruté très très intelligemment. Donc il semblerait que Wilbekin et Misic restent. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas encore une équipe très compétitive l'année prochaine. Voilà. En outsider, je verrais derrière. C'est pas évident, hein, je pense qu'il y aura vraiment la bagarre. Je mettrais peut-être le Fener et Virtus Bologne. Je rajouterais Monaco. J'ai hâte de voir comment la mayonnaise va prendre. Tout à l'heure, tu parlais de John Brown. J'adore ce joueur. Je pense qu'il va apporter beaucoup dans la défense monégasque. J'adore ce joueur. L'arrivée de Moerman, Makoundou, ça va être une très très belle équipe, hein. Si la mayonnaise prend, avec Okobo en backup de Mike James, c'est très très chouette. Donc ils ont gardé de très bons joueurs, hein, Dontaol, Alpha Diallo. Je crois que Ouattara reste, je crois. Je suis pas sûr, mais là aussi, en termes de défense et d'agressivité, voilà, je pense que ce sont des joueurs que Obradovic va beaucoup apprécier. Donc voilà. Après, dans les équipes qui, moi, en termes de recrutement, m'ont pas fait rêver, je dirais Berlin, les deux équipes allemandes, Bayern et Berlin. Et puis peut-être, je regardais comme ça, mais il faut voir aussi ce qui va encore évoluer. Mais le Zalgiris, je n'ai pas l'impression que le Zalgiris est recruté très fort. Bon, après, on n'est que le 8 août. Romain? Ouais, dans les favoris, moi je mettrais aussi les Fesses Barcelone. Quoique j'ai une petite réserve quand même sur Barcelone parce que Mirotic, tu vas pas être là pour un petit moment. Alors est-ce que ça va vraiment les pénaliser à voir? Le Real. Et puis après, je dirais, après, il n'y a pas vraiment d'outsider, hein. Je dirais que tout le monde peut après aller voir Supero, l'Olympiakos, pareil, la Virtus, le Partizan, le Real Madrid où tout le monde reste, et puis Chacho Rodriguez qui revient pour un dernier barreau d'honneur. Donc c'est hyper dur de dégager vraiment. Il y a beaucoup de favoris et beaucoup d'outsiders aussi en même temps. Mais je dirais quand même que les Fesses, avec les signatures qu'ils ont fait, le fait de garder tout le monde aussi quasiment, voilà, je pense que ça fait partie encore des super favoris. Pareil, recrutement de Monaco, génial, je trouve. Pareil, un John Brown, beaucoup de gens vont le découvrir, mais pour ceux qui l'avaient vu jouer un peu avec Kazan, c'était incroyable, un joueur qui est partout, qui est vraiment top. Un energizer, comme on dit. Ouais, voilà, c'est vraiment. Il est au four et au moulin, il est vraiment partout. Donc, non, ça va être encore une saison de folie. Après, moi, pareil, hein, un peu. Bon, il y a eu beaucoup de turnover comment dire, du côté du Club Nation en Israël. Dans un petit trou. Merci au Maccabi. Donc, je pense que ça, j'y crois pas trop, malheureusement. Le Fener aussi. J'ai l'impression que c'est pareil, beaucoup de turnover. J'avais des réserves l'année dernière sur Wilbekin déjà, et là je vais encore en avoir. Alors tout dépendra du coach, hein, s'il arrive un peu à le canaliser et qu'il arrête de le jouer que pour lui. Et puis ouais, après malheureusement tout ce qui est les clubs allemands, ça va être un peu en dessous, je pense. Ok. Parmi les gros transferts, je voulais juste dire, puisqu'on en parlait, de départ de Vezeli du Fener vers Barcelone. Si c'est avéré, hein, je crois que c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Là, c'est quand même quelque chose, je pense. Eh ben, écoutez, moi, le Barça, je les ai mis dans mes favoris.
Déjà parce que, comme tu dis, ils ont recréé l'axe entre Satoransky et Vesely. Donc, c'est pas rien. Ils sont coéquipiers en sélection déjà. Ils ont un effectif énorme. Il y a Jazy Kivicius qui est toujours au coaching. Donc, c'est du lourd. Après, l'Anadolu Efes, là aussi, j'ai peu de doutes puisque c'est dans la continuité. Et en plus de ça, ils se sont quand même renforcés avec Amatemba et avec Akile Polonara, Will Clyburn. Je crois beaucoup à la Virtus Bologne. Je me dis, avec l'expérience qu'ils ont accumulée dans une compète comme l'Eurocup, alors certes, c'est pas le même niveau, en tout cas, c'était une C2. On aura l'occasion de reparler de l'Eurocup dans d'autres podcasts. Mais ils ont un effectif quasiment inchangé avec un noyau dur Teodosic, Bellinelli, Daniel Hackett, nos Frenchies Mohamedou Djeité et Azaya Cordigné. Et à côté de ça, vous en parliez, ils ont signé Ife Lundberg, Semio Djeleye, Ismaël Bako, Ouais. le Belge, Jordan Mikey. Donc c'est énorme. Moi, je les vois vraiment cartonner. En tout cas, c'est mon opinion. Après, alors là, je vais peut-être faire parler. Je trouve que le Panathinaikos a fait un gros recrutement, moi. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je trouve que Ned Walters, Grigonis, ils ont les frères Kalaitzakis, Panayotis et Georgios. Ils ont signé Derrick Williams, Arturas Gudaitis, Ouais. Paris Lee, oui. Paris Lee. Je trouve que c'est fort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Dejan Radonjic, en tant que coach, n'a pas connu de gros succès en Euroleague, que ce soit avec l'Étoile Rouge ou même avec le Bayern. Mais est-ce que c'est pas l'heure pour lui de montrer qu'il peut amener une équipe loin dans une compète? Je sais pas ce que vous en pensez, Christophe. Effectivement, alors le coach, pour être honnête, je le connais pas, je connais pas assez le basket grec, mais il y a quand même pas mal d'arrivées très solides, hein. Grigonis, Williams, Paris Lee, hein, qui est quand même qui aura Bah, montré qu'il avait le niveau. Oui, effectivement. tu vois le coach, c'est bien la preuve qu'il n'a pas réussi à se faire une place en Euroleague encore. En fait, il a tout simplement coaché le Bayern, mais il s'est fait virer. Donc, il cartonnait en championnat, mais en Euroleague, c'était pas ça. Mhm. Donc, là, je me dis, avec l'effectif qu'il a sous la main, il peut se faire un nom, quoi. J'espère pour lui. Tout à fait. Après, sinon, j'ai noté. Alors, tu parlais du Fener, Romain. C'est vrai que j'ai des doutes sur Will Buckin. Je me dis, est-ce qu'il va pas parasiter le jeu, jouer en ISO? Mais je me dis qu'avec un coach comme Itudis, qui a déjà coaché des clubs comme le CSK notamment, je me dis qu'il peut driver tout ça et que ça peut le faire. Après, j'ai plus de doutes concernant des équipes comme Milan. Alors Milan, c'est un gros roster. D'un côté, j'y crois, mais ça m'a tellement déçu les années où ils avaient des grosses équipes et qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout, même s'ils ont été au Final Four, mais ils n'ont pas gagné le trophée, que je me dis, est-ce que quelque part, c'est pas des équipes, il y a beaucoup de départs, ok, ils ont recruté, mais est-ce que c'est la bonne solution? Un peu comme le Maccabi, vous en parliez. Donc, c'est-à-dire que on fait en quelque sorte table rase, on vire une bonne partie de l'effectif, on recrute que des gros joueurs, d'accord. Mais si au début, il n'y a pas une alchimie qui se fait, je pense que ça va être dur au démarrage, quoi. En tout cas, c'est mon opinion. Romain, je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça. Non, si, je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça que je le disais pas non plus, hein, concernant Milan. Je pense que Rodriguez avait fait un super taf l'année dernière. Je trouve ça aussi un petit peu étonnant qu'il l'ait laissé partir. Moi, après, il est plus tout jeune aussi, donc il va falloir en profiter. Pour moi aussi, ça fait pas partie, comme le Pana, hein, j'en ai pas parlé non plus, mais pareil, des beaux noms. Paris Lee, qui faisait un super taf l'année dernière à Monaco. Bon, il lui proposait, je pense, un méga contrat qu'il pouvait pas refuser pour partir. Pareil, le panache, j'y crois pas. Et puis après, ouais, ce que je disais concernant Will Buckin, j'espère aussi qu'il va pas parasiter le jeu, pardon, comme il faisait pour moi l'année dernière au Maccabi. C'était vraiment un jeu que je n'aimais pas du tout. À vouloir tout le temps les ballons et forcer beaucoup.
Bon, après, en effet, à voir avec le coach, mais pareil, hein, ça ne va pas faire partie des favoris, pour moi. Bon, après, Itudis a réussi à gérer Mike Alors James, voilà, donc il devrait ça s'en aussi. sortir avec Will Bucky. Non, voilà, normalement, t'es vacciné, comme Ouais, on dit. c'est ça. C'est intéressant que vous parliez des coachs parce que vous parliez du Real. Moi, le Real, j'attends de voir quand même parce qu'ils Ouais. ont un coach novice et que Mm, mm. Pablo Lasso n'a pas été reconduit. On sait qu'il a eu des problèmes de santé. Et moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que Matteo Tchus Matteo, pardon, peut driver cette équipe alors que c'est un coach novice en Euroleague, quoi. Oui, Mm. mais je pense qu'on saura très vite. Et puis, de toute façon, je pense que c'est le genre de Oui, club où si les résultats ouais, ne sont pas là rapidement, c'est ça, ils vont pas être très patients, je pense. Ok. Et les clubs français, alors, vous les voyez. Monaco, vous les voyez aller jusque Final Four? bah, si la mayonnaise prend, et je vois pas pourquoi elle prendrait pas, ils sont plus forts que l'année dernière, hein. Ben, Ah, excusez-moi, mais le roster est impressionnant. Mais moi, là où j'ai des doutes, c'est pareil quand je parlais du Maccabi ou de Milan. Le roster est énormissime. Mais moi, j'ai peur que, notamment sur les postes arrière, j'ai peur que ça se marche dessus, quoi. J'ai peur que ça soit pas complémentaire. Ok, t'as Mike James, t'as Eli Okobo, t'as Matthew Strazel. Mais je veux dire, est-ce qu'ils vont réussir à être complémentaires entre eux? Je pense qu'au début, ça va peut-être être compliqué. Et ensuite, quand la machine va se mettre en marche, peut-être que là, il y aura les résultats qu'on attend. Mais Mais je ça, pense qu'à 2 ou 3 matchs par semaine, ils vont rapidement comprendre parce qu'ils ont quand même beaucoup tiré sur Mike James l'année dernière, hein. Mm. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas eu à un moment donné une blessure. On le voyait faire, enfin, il a un sacré physique, hein, ce monsieur, hein. Parce que c'est vrai aussi, ouais. autant, plus on arrivait vers les playoffs de Betclic, y compris pendant les playoffs, on le voyait beaucoup jouer, hein. Donc, je pense qu'il y a la volonté pour Monaco d'avoir un backup et c'est pour ça que finalement, ils ont pas gardé Paris Lee, à notre grand étonnement, parce qu'ils ont très vite pisté quelqu'un de fort et de français. Parce que donc du coup ça fait derrière Mike James, tu as Okobo et Strazel. Donc parce qu'ils étaient un petit peu courts en termes de GFL pour la Betclic Elite, quoi. Mm. Donc je pense que justement avec un joueur comme Okobo qui a montré qu'il était très fort en Euroleague, ça pourra peut-être permettre à Mike James voilà, de lever un peu le pied. Et je pense qu'il peut s'y retrouver. Voilà. Bon, après, il y a une mayonnaise, mais je pense qu'avec des Mo Herman, des John Brown, des Jordan Lloyd, enfin, c'est excitant en tout cas. Sur le papier, c'est excitant. Ça, C'est ça Ça, c'est clair. clair. ça donne envie de voir ce qui va se passer. Donta Hall, ils ont gardé Donta Hall, ça c'est Mm. super. Diallo aussi. Puisque j'ai la parole, j'en profite. Quant à Lasvel, bon, au-delà de Colo Loverne qui est génial, sur le reste, on est un petit peu bon. Hein, ça paraît light. Ça paraît, en tout cas, il y a des points Pour d'interrogation. l'Euroleague. Ça paraît Il y a light, des paris. mais je me dis, Mm. est-ce que c'est pas au final quand même homogène? Parce que regardez, là, en dernier, on s'attendait peut-être à ce qu'ils fassent quelque chose, des bons résultats et tout. Au final, ils nous ont pas surpris. Et les années où on les attendait pas, eh ben, ils ont été incroyables. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Milan ou le Maccabi. C'est-à-dire que ça s'avère peut-être pas toujours vrai, mais soit tu as un effectif sur le papier qui est impressionnant et tu confirmes pas tout de suite sur le terrain. Moi, je me souviens de le Fener, je me souviens à l'époque avec Obradovic, même s'ils n'avaient pas pu finir la saison à cause de, de la crise sanitaire, et ça avait pas pris, ils galéraient les mecs. Donc, c'est là où je demande d'être prudent à vérifier. Si Monaco, au début, ça prend pas tout de suite, c'est là où je vais me dire, ok, sur le papier, c'est super, mais ils vont peut-être pas être tout de suite opérationnels. En tout cas, en Euroleague, en championnat de France, je m'inquiète peut-être moins pour eux parce qu'ils ont un effectif qui paraît pléthorique par rapport aux autres équipes. Mais l'Asvel, je suis curieux de voir quand même ce que ça peut donner.
Si tu regardes bien les 2 bonnes années de l'Asvel, donc c'est pas les dernières, mais les 2 années d'avant, il y avait un intérieur qui dominait, Djekiri puis, Mustapha Fall. L'année dernière, c'était, plutôt les arrières, Jones et Okobo et pour autant, c'était moins bien. Donc je pense que sous le panier, donc avec l'arrivée de l'Auvergne et d'Yves Pons, c'est là que va se situer le point d'interrogation. Si sous le panier, si l'axe 1-5 marche bien, je pense que ça peut être une bonne année pour l'Asvel, avec donc le point d'interrogation de la santé de l'Auvergne et du niveau de jeu de Yves Pons en Euroleague. Romain? Moi, je suis assez d'accord. Moi, je trouve quand même que, je dirais, Monaco a un effectif qui est beaucoup plus fort sur le papier pour moi que l'Asvel. Je pense va moins galérer que l'Asvel si on parle juste d'Euroleague. Parce qu'après, je pense que quand même pour le championnat, l'Asvel sera bâti pour être en haut comme d'habitude. Après, quand on regarde en termes de pertes, notamment à Lasvel, on parle de Marcos Knight, qui était hier, et Chris Jones, qui était l'année dernière, pardon, plutôt pas mal, au Kobo. Tout à fait. Et puis surtout Wembanyama et puis Strazel. William Howard. Oui. En termes de pertes, Ah oui, c'est ça vrai. fait quand même ça fait beaucoup, hein. Donc au final, à l'intérieur, tu te retrouves avec Youssouf Afal et Geoffrey Lauvergne. C'est pas la même pour des 5. Et puis à l'inverse, Monaco, certes, ils perdent Will Thomas, mais bon, qui avait plus trop de jambes. Boutielé qui jouait pas beaucoup. Pareil pour Falfay. Will Diaguete aussi qui s'en va. Et puis à la différence, tu gardes Dante Hall, tu gardes, tu fais arriver Makundu et tu le sécurises pour 4 ans, et puis tu fais venir John Brown, et tu gardes Moti Jeunesse, à ma connaissance, il me semble. Bah oui, il semblerait, oui. Voilà, rien qu'à l'intérieur, c'est incroyable, hein. Pour moi, Monaco, je me pose moins de questions que sur l'Asvel, personnellement. Effectivement, je rebondis là-dessus. À l'Asvel, on est un petit peu hypnotisé par l'arrivée de Dokolo, mais effectivement, en termes de français, il y a pas mal de départs, hein. Effectivement. Mm. Ouais. Howard, on n'en parle pas beaucoup, mais Et l'année dernière, c'est lui en finale qui fait tout, hein. Et et je pense il y a- qu'ils il y ont a- ils l'ont mal aussi pour Strazel, quoi, qui était Mm. qui était en partie formé à l'Asvel et qui part à Monaco. Je crois que c'est étonnant d'ailleurs. Étonnant. Pareil, hein, c'est comme le choix de Wembanyama, ça peut faire office peut-être d'un hors-sujet, mais le fait qu'il parte à Levallois et qui réduit aussi son niveau, puisque c'est plus l'Euroleague entre guillemets, hein, après c'est de l'Eurocup, ce choix est quand même assez Je ne sais même pas s'ils jouent l'Eurocup, je étonnant. crois. Je crois Ils font qu'ils plus? sont. Je crois qu'ils sont pas en. Adrien, Ah, ils si tu font confirmes. pas de Coupe d'Europe? Il me semble, hein, que le Valois fait pas de coupe. Ah, pardon, je suis pas au joueur. Je crois que c'est Paris fait la Oh, coupe. Le Paris Basketball fait ah oui, c'est l'Eurocup. ça. Le Valois, cette année, ouais, je crois pas, hein, faudrait que je Je crois que vérifie. Exact. Non, vous avez raison, c'est vrai que c'est c'est étonnant, Paris. effectivement. C'est étonnant pour Et quelqu'un et ce qui départ-là, pourrait moi, être. ça m'interloque un peu, quoi. Tout Ils à auraient fait. pu le sécuriser bien avant, peut-être. Alors après, il y a peut-être des choses à l'intérieur de l'équipe qu'on sait pas trop, Mm. évidemment. Mais voilà, je me poserai plus de questions en Euroleague concernant l'Asvel que Monaco, ça c'est clair. Ok. Juste un mot sur Mbanyama, on en avait pas mal parlé sur Twitter là. Je pense, je serais pas étonné qu'il y ait des raisons extra-sportives parce que avant de choisir le Valois, il avait, on parlait de lui au Paris Basketball. Et je me Mm. demande si la volonté principale c'est pas de se rapprocher de Paris, et probablement de sa famille. Donc, faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Mm. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est des choses qui peuvent Et puis avoir leur importance. peut-être Avant de avec le partir coach aux de l'équipe États-Unis, de France aussi, quoi. bien oui. Et en plus, il va être coaché par Vincent Collet. Donc,
c'est pas quelqu'un de 28, 30 ans. Il a 10 ans de moins. Pas oublier cet aspect. Voilà, on peut pas oublier, faut pas mettre de côté cet aspect des choses, quoi. Les copains, la famille, ça compte aussi. Ok. Bah écoutez les gars, maintenant on va parler des équipes dont le recrutement nous a pas impressionnés. Je vais commencer moi. Moi, personnellement, je trouve que l'Alba Berlin et le Bayern Munich, les clubs allemands, j'ai l'impression que je me demande s'ils n'ont pas revu leur ambition à la baisse parce que leur recrutement m'impressionne clairement pas. Alors après, on verra sur le terrain, on peut se tromper. Les clubs espagnols derrière le Real et le Barça, Valence, ça peut peut-être un peu le faire, mais Baskonia, j'ai l'impression que c'est moins balèze qu'avant, clairement, hein. Je me demande s'il n'y a pas moins d'argent. J'ai l'impression que c'est plus niveau C2, quoi. Le Žalgiris, est-ce qu'il pourrait pas jouer les troubles fêtes? Pourquoi pas? Mais c'est là que tu vois qu'ils ont un budget moins important. Alors, à moins de créer la surprise comme certaines années, je pense que ça va être dur. Et l'Étoile Rouge a quand même signé des gros joueurs avec Hassan Martin, avec Philippe Petrusev, avec Ben Bentil. Ils ont aussi signé Jalen Adams, Nemanja Nedovic, le portoricain John Holland. Mais à mon avis, c'est pas suffisant pour viser le top 8, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain. Quel est ton avis là-dessus? Non, je suis d'accord. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le top 8 va être tellement dense, tellement fort, tellement d'équipes qu'on recruté. Rien que dans le top 8, je pense qu'on peut mettre Partizan, Virtus, Madrid, Barcelone, Monaco, les Fesses. Ça fait déjà 6. L'Olympiakos, ça fait 7. Et un éventuel 8e qui sortirait. Mais j'ai l'impression qu'on a le top 8, en fait. J'ai l'impression que ça donne. Je vois pas comment ces Ah, on t'entend équipes-là. plus, Romain? Ah, allô? Là, ça Ouais, va. on t'entendait plus Ah, pendant un pardon. moment. Pardon. Je disais, je pense que sur le top 8, on l'a déjà quasiment sur ce que je disais, et je vois pas qui pourrait bouger. Partizan, Bologne, Real, Barcelone, Monaco, les Fesses, l'Olympiakos. Ça fait déjà 7. Le 8e, je vois pas qui c'est qui ça pourrait être, parce que ça va être compliqué de déloger les 7 que je viens de dire. Donc, non, pour la 8e, je pense que ça va se battre, mais je pense que tous les autres, on a déjà quasiment notre top 8. Christophe, tu partages cet avis? Oui, je le disais tout à l'heure, les deux clubs allemands, voilà, ne nous impressionnent pas par leur roster prévisionnel. Voilà. Donc, effectivement, on a un petit peu du mal à les voir compétitifs. Pareil pour Baskonia, effectivement. Il n'y a pas de nom. Ils perdent Baldwin, Peters. Ça fait déjà beaucoup. Ouais. Puis, quand en arrivée, je vois, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, on ne se trompe pas beaucoup si on voit les deux clubs allemands en fin de peloton, avec, comme je disais, Kaunas, peut-être. Bon, après, chez les Lituaniens, on sait que comme c'est là aussi un club nation, la fierté de représenter peut comment dire, faire se dépasser, mais bon, voilà. Il y a l'air d'y avoir de telles armadas dans les clubs, dans les gros clubs cités précédemment, qu'on a du mal à voir ces équipes-là compétitives. Mais on aura des surprises. Ah ben, j'espère. On aura forcément une grosse équipe sur le papier dont la mayonnaise ne prendra pas, ça, c'est chaque année. Alors, on va parler des compétitions internationales et on va s'intéresser aux compétitions jeunes avec, on va pas se le cacher, les résultats décevants de nos équipes de France, de nos Bleuets en championnat U20 et en championnat U18. Je voulais savoir votre opinion par rapport à ça. Est-ce que c'est juste une année sans pour nos équipes de France de jeunes? Je vais commencer par Christophe. Eh bien, j'ai pas mal regardé les garçons, là, les U19, non, les U20. Finalement, je me mélange, et les U18. Et finalement,
le constat est un peu le même, on en discutait longuement sur Twitter avec les passionnés. En fait, les problèmes sont les mêmes. En fait, on a des joueurs qui sont très physiques, qui sont très verticaux, spectaculaires, qui individuellement en défense peuvent mettre une pression terrible sur les joueurs adverses. Mais quand il s'agit, donc ce qui fait que les scores sont très flatteurs en match de poule, mais quand il s'agit de rencontrer des équipes, alors sans vouloir caricaturer, avec un peu plus de QI basket, là il y a un gap qu'on ne saute pas, qu'on ne saute plus, je ne sais pas, j'ai pas assez de recul. Automatiquement, on tombe contre une équipe qui certes est un peu moins physique, mais qui, en termes de QI basket, est meilleure que nous. Et là, le jeu de nos équipes de jeunes se délite. Alors, le problème, c'est que c'est un jeu très, très en isolation où on commence par faire des dribbles, encore des dribbles. Et puis, on les voit, hein, on les voit chercher une solution. Il n'y a pas vraiment de système, d'écran. Ce qu'on voit par contre chez les équipes adverses, chez les Lituaniens, les Espagnols, les Slovènes. Donc voilà. Et finalement, le constat était le même pour nos deux équipes garçons. On va voir les filles. Mais voilà. Donc des joueurs spectaculaires, physiques, on en a. Des joueurs qui jouent en équipe avec des systèmes. Alors, c'est peut-être un peu le coaching aussi, hein, faut pas non plus se le cacher. Là, on est beaucoup plus à la ramasse par rapport aux autres pays. Et on a aussi un déficit en termes d'adresse, hein. On perd des matchs avec des coups de panier ratés au lancer franc et aussi une adresse à 3 points qui est. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un petit peu un problème général chez nos jeunes, chez nos jeunes basketteurs. Voilà. Bah, écoute, Christophe, avant de laisser la parole à Romain, c'est vrai que je partage ce que tu as dit, hein. Moi, j'ai vu certains matchs et clairement, ce qui me déçoit, c'est que j'ai l'impression à certains moments, on est un peu une caricature de basket, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de créer du jeu, de faire circuler le ballon, on va commencer à miser sur les qualités individuelles de nos joueurs. Et le basket, ça reste un sport collectif. Quoi qu'on en dise, il n'y a pas seulement la NBA où là, vraiment, c'est un basket qui est plus basé sur les qualités individuelles des joueurs. En Europe, on sait qu'il faut jouer collectif. Et ce qui m'irrite encore plus, c'est quand je vois que sur certaines actions, on ne fait même pas l'effort de sortir sur les shooters adverses. C'est-à-dire que on joue des pays comme la Lituanie, la Slovénie, où c'est du basket léché avec beaucoup de systèmes, où on sait que forcément à un moment donné, tu vas avoir un joueur libre à 3 points et qui vont shooter. Si tu fais pas l'effort en défense, ou alors c'est voulu et c'est une prise de risque, ben à ce moment-là, tu t'exposes. Ou alors, c'est que vraiment, vraiment ouais, l'effort n'est pas fait pour un minimum défendre. Et c'est ça qui me choque. On va en parler tout à l'heure parce qu'on va parler de l'Espagne. C'est que contre l'Espagne, eux, ils jouent avec une intensité incroyable. Alors, on peut les jouer les yeux dans les yeux, hein. Mais eux, ils vont défendre pendant 40 minutes. Pendant tout un match, ils vont défendre. Et je trouve que c'est ça qui manque. Il y a pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas cet esprit collectif, mais même en défense, quand tu fais une zone, faut que tout le monde soit aux aguets et laisse pas de shoot ouvert de loin, quoi. Je pense que tu es du même avis, Romain. Ouais, bien sûr, ça c'est clair que voilà, pour tout ce qui est explosivité, verticalité, on n'a rien à envier à personne. Et c'est vrai qu'après, sur les quelques matchs que j'ai pu voir d'un point de vue collectif, bah, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si le ballon tournait pas assez et qu'au final, il y avait beaucoup de 1 contre 1. Alors après, on parle de jeunes joueurs, hein, des moins de 16, des moins de 18, des moins de 20, des gamins qui sont pas encore finis d'être formés, on va dire. Et malheureusement, avec l'ère d'aujourd'hui, donc tout ce qui est YouTube, Twitter
et toutes ces actions qu'on peut voir de manière permanente de highlights, que ce soit pendant les matchs ou l'été, au final, voilà, ça donne des idées à certains. Et il y a des fois, il y a des actions, 3 actions de suite, pas une passe, que du à contre à gogo pour faire n'importe quoi, se faire contrer, prendre une contre-attaque. Et puis voilà. Je trouve ça un peu dommage. Alors où est-ce que ça pêche? Ça peut faire office d'un autre débat encore. Pourquoi les Espagnols y arrivent plus que nous, en tout cas sur cette campagne cet été? Bonne question. C'est peut-être en effet une année sans, hein, ça arrive. Maintenant, après, on retrouve toujours les mêmes noms en termes de pays. On dit qu'il y a un potentiel, on dit que c'est des prospects, on parle beaucoup de prospects maintenant. Tout est épié, tout est analysé, tout est vu, tout le monde peut voir tout le temps, revoir, même si besoin. Est-ce que derrière, ça force pas ces jeunes joueurs justement à se montrer un peu plus que d'habitude sur certains matchs, parce qu'on se dit, tiens, là, c'est l'Espagne et pas une autre petite équipe comme l'Angleterre, par exemple, où il y a peut-être moins de bons joueurs, entre guillemets, en tout cas pour l'instant. Et du coup, on se dit, tiens, on va peut-être faire un peu plus pour se montrer un peu plus. Et du coup, ça dénature un petit peu le jeu, l'équipe, l'ossature, on va dire. Il y a peut-être de ça aussi. Alors, il faudrait voir pourquoi changer. Et là, après, c'est trop compliqué. Après, faut voir peut-être le problème plus loin sur la formation dans les clubs, sur le fait de donner la chance aux joueurs pour certaines équipes et pas forcément recruter un Américain parce qu'on se dit toujours que les Américains c'est le meilleur alors que pas forcément tous et que des fois peut-être donner plus de chance à des jeunes joueurs en N1, en Pro B par exemple pour parler que de chez nous. Pro A forcément c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, peut-être donner plus de chance et les faire grandir et pas leur dire t'es gentil, tu fais que l'entraînement, tu vas faire le 10e, voire être coupé au dernier moment et puis tu vas rester en jogging sur le banc de touche parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas pas fouler le terrain. Donc voilà, il faut beaucoup de choses je pense, à changer. Peut-être pas tout à acheter, évidemment, hein, mais il y a peut-être plein de petits paramètres à regarder, à modifier, je pense, par Et, rapport à ça. et si on revient sur le jeu pratiqué, enfin, il n'y a pas un ballon qui arrive au poste, hein. C'est Ou ça, même sous le panier, quoi. Jouer dos au panier, ça n'existe plus chez les jeunes, quoi. exactement. C'est des dribbles derrière la ligne de 3 points. S'il y a un copain qui est démarqué, on finit par lui faire la passe parce que nous, on voit qu'on ne pourra pas tirer. Et sinon, c'est un shoot à 3 points. Parce que Alors ça, un shoot, c'est pas à mi-distance, hein, c'est forcément à 3 points. Voilà. c'est Un ça. shoot, un shoot à 5 mètres, visiblement, ça compte pas dans le Voilà. basket moderne. La- la- C'est la à pro- 3 points. Donc, c'est exactement ça. La euh, problématique, Steph Curry. et voilà. Et en fait, pour défendre ça, c'est facile, hein, si on se met à la place des adversaires, là, sur nos équipes jeunes, le ballon, il est dans les mains d'un mec qui est soit en tête de raquette, soit un petit peu sur les côtés, qui driblote. Voilà. Le ballon, c'est facile de le voir, il ne bouge pas. Il reste dans les mains d'un joueur. Quand ce joueur finit par comprendre qu'il ne pourra pas pénétrer ou tirer dans de bonnes conditions, il finit par se débarrasser du ballon Voilà. à un des joueurs sur les côtés. Et là, on arrive quasiment à 18-19 secondes sur les 24. Voilà. Donc, Voilà. Alors, ce qui nous sauve, c'est que nos joueurs sont finalement assez impliqués et défendent très fort sur l'homme. Et là, nos jeunes ont récupéré énormément de ballons qu'ils ont convertis en dunk spectaculaires, quoi. Il y a beaucoup de ballons perdus par les adversaires. Mais sur attaque placée, comme en plus on n'est pas adroit à 3 points, on monte forcément nos limites. Et heureusement, là, par exemple, je reviens sur les U18. Heureusement qu'on n'a pas joué les Espagnols, hein, parce que je pense que la pilule aurait été méchante, hein. Parce qu'au final, on perd qu'un match d'un point contre les Slovènes, je crois. Tiens, les Slovènes, on les joue en équipe A dans un mois. Donc,
J'aurais bien aimé les voir jouer contre les Espagnols pour qu'ils prennent un petit peu une leçon de basket, quoi, parce que je pense que c'est ce qui serait passé. Bah, de toute façon, pour avoir vu les U20 contre la Lituanie, déjà que les matchs précédents étaient pas très Ouais. glorieux, on s'est fait matraquer. Et pourtant, c'était pas l'Espagne en face, hein. C'était la Lituanie, mais la Lituanie, ça joue déjà au basket. Ça joue déjà au basket. On le voyait arriver, tu te souviens, on avait discuté sur Twitter, on voyait arriver Ouais, la confrontation contre la Lituanie. et la même chose, pareil que pour la Slovénie, Ouais. on va laisser ensuite dans le match parce qu'à un petit moment, peut-être enfin, la Lituanie, on s'est fait dominer dans les grandes largeurs, mais la Slovénie, au début, on réussissait à les dominer en quelque sorte, et on laisse les mecs shooter à 3 points en face, alors qu'on sait que c'est des pays où ils produisent beaucoup de shooters. Donc c'est évident que les mecs, ils vont les mettre les shoots. C'est évident. Il me semble qu'on était à plus 15 à la mi-temps en plus, je crois, La contre la Slovénie, Slovénie. ouais, ouais. 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 Ouais, et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, on s'est relâché Ah, et parce que c'est dommage. peut-être que mentalement aussi, il y a des choses à retravailler, hein, peut-être Ben aussi. voilà, j'allais en parler. Le problème, et c'est ça qui me dérange parce que c'est peut-être un peu une étiquette qu'on colle au sport français en général. J'ai l'impression on est trop friable mentalement, quoi. Quand on joue les Espagnols en demi chez les U17 au championnat du monde, on arrive à les tenir et après, je sais pas, on sort du match, quoi. Ils arrivent, eux, à tenir mentalement. Quand j'ai vu la finale chez les U18 face à la Turquie, et d'ailleurs, on va en parler de l'Espagne, l'Espagne, c'est dingue, mais jusqu'à la fin du match, ils craquent pas. Ils craquent pas. Romain, tu voulais peut-être réagir? Non, mais je suis d'accord. Peut-être que mentalement, il y a peut-être un souci là-dessus. Mais après, on revient sur le fait que, bah voilà, c'est encore des gamins et qui, au haut niveau, bah, les gens ont besoin de se faire suivre, ou en tout cas de discuter de leurs problématiques au quotidien, que ce soit sportif ou extra sportif. Et peut-être qu'à cet âge-là, il y a tellement de choses qui se passent dans leur tête parce que les gamins jouent déjà presque leur carrière, ou en tout cas leur début de carrière à ces âges-là, en fait. C'est-à-dire que sur les U20 et les U18, au final, il n'y en aura que très peu qui vont finir pro, en tout cas amateur pro, on va dire, semi-pro au niveau national. Il y en a peut-être qui vont arrêter le basket, et puis il va y avoir quelques élus qui vont jouer au haut niveau, voire au très haut niveau. Donc voilà, comme on est voilà, dans l'info en continu tout le temps, et qu'on voit tout, que tout est épié. Bah, on parlait tout à l'heure on se débarrasse du ballon à la 20e seconde, et puis pour pas pourrir nos statistiques, on va la passer à un collègue, et puis le collègue, il lui reste plus que 3 secondes pour shooter. Tiens, débrouille-toi, moi j'ai fait mon job, j'ai fait une passe, t'as pas marqué, bah tiens, ça te fait un pourcentage en moins. Comme ça peut se retrouver au final dans le monde pro, hein. Ils sont déjà intelligents pour se débarrasser la balle pour pas pourrir leurs statistiques. Donc ça aussi, c'est un peu dérangeant. Plutôt que de trouver une solution éventuellement collective, essayer dans un premier temps de manière solo. Puis si ça marche pas, ouais, en effet, on se débarrasse du ballon. Et puis si jamais on n'arrive pas à faire la passe, on envoie n'importe quoi. Et puis voilà, on rate. Donc ouais, c'est voilà, c'est plein de petites choses à remodifier, à voir, peut-être à expérimenter aussi. C'est voilà, vaste sujet, on va dire. Oui. Concernant les équipes espagnoles, mais peut-être d'autres équipes aussi. Enfin, il y a une vingtaine d'années, j'allais voir beaucoup de tournois internationaux juniors. Avec des équipes comme, des équipes, de la Croatie et cetera, et puis aussi pas mal d'équipes espagnoles, turques, grecques, et j'ai l'impression, et c'est peut-être, c'est renforcé en ce moment, qu'il y a une ils arrivent à maturité plus tôt. Il y a une maturité, chez ces joueurs-là que nos jeunes joueurs n'ont pas encore. Enfin, en termes de ce qu'est un match de basket, de l'agressivité, de la combativité, de la force morale pour gagner un match. J'ai l'impression qu'ils sont prêts avant les nôtres. Heu et ça irait dans le sens des résultats aussi qui ont tendance quand même à s'équilibrer lorsqu'on arrive chez des équipes seniors. Finalement, nos équipes seniors, aussi bien garçons que filles, tiennent la route. Ils vont très loin maintenant.
Le problème est peut-être un peu plus chez nos jeunes joueurs qui sont un peu en retard en termes de développement par rapport à ces équipes plus finalement assez méditerranéennes, quoi, Grec, Turc, Turquie, Espagne. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et puis, je pense que nos joueurs sont un peu obnubilés par le basket NBA. S'ils regardaient un petit peu plus des matchs d'Euroleague et un peu moins de matchs NBA, je pense que ça pourrait pas leur faire de mal, hein. Mais bon, on le voit aussi chez nos jeunes coéquipiers à tout niveau, quoi. C'est la NBA avant tout le reste, quoi. Voilà. Tu parlais de l'Espagne, justement, mais comment vous expliquez, les gars, que l'Espagne, alors que ils font pas beaucoup jouer leurs jeunes, alors que nous, ces dernières années, il y avait une période où on faisait moins jouer nos jeunes, mais ces dernières années, on a pas mal de jeunes qui ont un peu plus de temps de jeu dans les clubs. Je pense à Mathieu Strasel notamment. Comment vous expliquez qu'un pays comme l'Espagne, qui fait quasiment plus jouer ce qu'on pourrait appeler des prospects, mais ces jeunes joueurs, et qui a, à ma connaissance, pas vraiment de championnat espoir comme ça existe chez nous, à part des mini-tournois chez les 14-15 ans, comment ils peuvent remporter ces compétitions, comment ils peuvent être aussi forts alors qu'ils n'ont pas un fonctionnement comme le nôtre, quoi. Bah, j'en reste peut-être à mon idée de la formation qui est différente, plus complète, et puis une maturité qui arrive un peu plus tôt que les nôtres. Mais ce que je trouve très intéressant, je vais vous dire, quand je regardais les rosters, alors chez les U18, c'est vrai qu'il y a pas mal apparemment, il y a pas mal de jeunes qui viennent du Real ou du Barça. Alors c'est des centres de formation énormes, hein. C'est connu déjà parce qu'il y a la section foot derrière, mais en basket, tu sais que là aussi, il y a quelque part un truc où ils forgent une mentalité de gagnant. Il y a une culture de la gagne dans ces clubs-là. Mais en regardant les rosters chez les U20 et à la Coupe du Monde U17, je me suis rendu compte quand même que tu avais aussi beaucoup de jeunes joueurs qui venaient de formations comme Badalone, comme Valence, donc la Catalogne, terre vraiment de basket apparemment. En plus, il y avait pas mal de joueurs qui venaient de Malaga, parfois de Saragosse, parfois même de Basconia. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on pourrait penser que c'est des mecs qui viennent que de gros clubs comme le Real ou le Barça et que c'est pour ça qu'il y a une vraie mentalité de winner, qu'il y a une vraie agressivité sur le terrain. Mais en fait, non, tu te rends compte que partout en Espagne, en plus d'avoir la meilleure ligue en Europe et d'avoir des résultats chez les seniors, ils ont vraiment créé un truc autour des compètes de jeunes où vraiment tu sens qu'ils ont envie d'aller chercher pas mal de trophées, quoi. Tu sens qu'ils sont motivés. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis là, c'est que les clubs que tu viens de citer, c'est des gros clubs espagnols en fait. C'est les plus gros clubs espagnols. C'est Euh, vrai, mais Parce le Real et le que Barça, tu regardes, c'est encore différent, c'est encore dans une autre sphère, je veux dire. oui, ouais, Là, voilà. c'est des clubs Mais typiquement basket, quoi, je veux dire, c'est ça. tu citais Saragosse, Badalone, Malaga, enfin c'est le haut du panier des clubs espagnols. Alors que nous, on a quand même des joueurs qui sont un peu plus étalés sur la Pro A, Pro B. Du coup, j'imagine qu'ils ont plus de temps de jeu quand on est un U20 ou U18 et qu'on est dans un club de Pro B. J'imagine qu'on a plus de temps de jeu ou au moins d'entraînement au commun avec des joueurs professionnels. On aurait tendance à penser que ça puisse être plus bénéfique pour nos joueurs. Et, et quand on les rassemble tous pour faire une équipe, là, et finalement, les Espagnols sont bien meilleurs que nous, alors qu'il n'y a pas de raison. Je pense que c'est une histoire de culture basket, en fait. Culture basket, de culture de la gagne et puis de coaching, en fait. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop. Que je regardais le coach des U18, il était enfin, très, très, très bienveillant. Enfin, on a vu des Ouais, coachs ouais. gueuler, on a vu des coachs Ouais. péter les plombs, hein. Et moi, Ah, quand je disais il y a 25 ans, j'allais voir des équipes comme des équipes juniors de l'Estudiantes Madrid ou des clubs turcs ou grecs, et ils se faisaient engueuler, hein. Ils se faisaient vraiment engueuler les jeunes, hein.
se faisaient crier dessus, hein. Là, nous, c'est différent. Le Après, coaching est différent, plus bienveillant, et cetera. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de bienveillance? Est-ce qu'on je laisse pas un peu trop les joueurs faire, comme ils ont envie? Heu, c'est peut-être une question à se poser. Il faudrait voir ça un peu plus en détail. Il faudrait être insider comme on dit, pour savoir comment ça se passe. je sais pas si c'est ça. Moi, perso, c'est vrai que j'aurais tendance. Il y a des coachs, c'est des légendes, mais c'est vrai que je suis pas fan des coachs qui gueulent sur les joueurs et tout. Même si, bon, en ex-Yougoslavie, on a l'habitude de voir ce genre Mmh. de coach, en Serbie notamment. Mais je pense, comme vous avez dit, que je me demande si c'est pas un peu trop auto-centré en France sur le fait que, comme on a des joueurs athlétiques, parfois même qui ont qui sont même beaucoup plus physiques, ben on va tout de suite regarder, aller chercher vers le modèle NBA, quoi. Et moi, c'est ce que je déplore. La NBA, j'aime bien, je regarde, mais après, c'est pas le même basket. Et quand je vois le team USA dans les dernières compétitions internationales, c'est pas le jeu que j'aime. Je trouve que Oui, le ballon circule pas. Ils gagnent parce qu'ils ont des gros talents individuels comme ouais, Kevin Durant, mais le jeu, et ils gagnent ça de me fait moins pas en moins rêver, quoi. facilement en plus, hein. L'écart se rapetisse entre les meilleures équipes du reste du monde et Team USA. C'est fini. Là, cette année, on parle beaucoup de la Dream Team 92. C'est fini de tels écarts Ah entre ben, les des équipes écarts comme européennes. cela, c'est clair. C'est Donc, clair. c'est peut-être parce que leur vision du basket nécessite une mise à jour. Tout Ouais. basé sur des joueurs athlétiques et très, très adroits, on en a maintenant dans tous les pays, au monde. Donc il v Après, c'est la ligue où il y a les meilleurs talents au monde, hein. Kevin Durant, tu le mets en Europe, il massacre tout le monde, à mon avis, hein. ouais, C'est c'est sûr, mais il marquera pas autant de points. ah On le laissera moins franchement, shooter, ça, il suffit de voir un ouais, match. ouais, mais il va les mettre quand même. Je me rappelle de sa perf en Turquie au championnat du monde en 2010, et il était encore jeune. C'était un extraterrestre, le mec. C'était un extraterrestre. Alors là, on parle vraiment effectivement d'un extraterrestre, ça c'est sûr. Romain? Non, pour finir, je pense que vous avez plus que parfaitement raison. Après, vu que les Espagnols, c'est ce que je regardais un petit peu pour les moins de euh, pour les moins de 20, bah, c'est que des gros clubs, ça c'est clair. Et puis après, quand on regarde nos U20 à nous, bah, pas mal de clubs de Pro B au final. Et puis si on regarde un petit peu en détail, j'en ai pris un, juste un qui est à côté de chez moi, l'Hermine de Nantes. Il y a un petit joueur qui a joué en U20, qui a fait un Euro qui était très bon au final. Et puis je regarde les statistiques l'année dernière en Pro B à l'Hermine, c'est à peine 4 minutes par match pour 2 matchs joués l'année dernière en Pro B. Alors, je ne sais pas si les joueurs espagnols, évidemment, vont jouer un quart d'heure avec le Barça, Badalone ou Estudiantes. Ça, je n'ai pas regardé en détail. Mais je ne comprends pas qu'un jeune en deuxième div ne peut pas avoir sa chance plutôt que d'aller recruter 40 Américains en se disant bah, on va donner les clés de la boutique ou vous allez plus jouer que le petit jeune. C'est un mauvais signal qui est envoyé. Et je prenais juste ce petit exemple, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres pour tous les autres jeunes. Alors nous, on a une particularité aussi, c'est le centre fédéral, Alors, il qui, y a de ça aussi. je vois, quand on regarde l'équipe, qui a joué en N1, masculine, du centre fédéral, on retrouve beaucoup de joueurs qu'on a vus cet été, hein, notamment en U20. Donc les faire jouer, beaucoup là, pour le coup, en National 1, j'imagine que c'est quand même, très bénéfique, ça doit être quelque chose, Ouais, il se enfin, frotte au monde pro, hein, ouais. le N1. Hein, Ouais, la N1, c'est solide, oui, tout à fait. c'est des joueurs pros. Hein. Et d'ailleurs, je crois que cette année, la saison qui vient de se terminer, ils ont fait des résultats bien meilleurs que d'habitude, Mm, hein. D'habitude, ils arrivent à gagner, quelques matchs, mais pas beaucoup sur ouais, toute la saison, et c'est il me ça. semble cette année qu'ils ont été beaucoup plus, voilà. Donc on a, finalement des joueurs, parce qu'en N1 par contre le jeu est léché, hein. Il y a des systèmes de jeu, il y a des
C'est pas ISO en national, hein. On est sur un vrai Bah, c'est basket hyper, académique. voilà, c'est hyper compact, ça joue beaucoup en passe, en transition aussi. Donc Voilà, là, le problème reste entier, en fait. On comprend c'est pas. plein de. Ouais, voilà. Mais Ok. pour revenir sur le coup de gueule, on avait quand même, il y avait des moments de triste. On était triste pour cette équipe qui savait pas quoi faire sur le terrain. Je parle des U18 là. On se dit mais faut prendre un temps mort, il faudra expliquer un système, etc. Enfin, il y avait des moments de c'était dur à regarder. J'ai vu quelques images où, je sais plus, c'était les U18 ou les U20, on n'arrivait pas à attaquer une défense de zone 3-2. Un truc de fou, quoi. C'est pas de passe, rien, on joue en périphérie, fin de possession, on sait plus quoi faire. C'est incroyable qu'à ce niveau, on n'arrive pas à faire des décalages. C'est clair. Bah, écoutez les gars, on va continuer à parler de l'équipe de France, mais cette fois-ci, on va parler des fenêtres de qualification à la Coupe du Monde 2023. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, vous avez trouvé l'équipe de France convaincante dans ces fenêtres de qualif? J'y vais. Bah, vas-y, Euh, Christophe. Vas-y. euh, alors, donc c'était pendant les fenêtres, donc on n'avait pas l'équipe A. Voilà, C'est oui, ça. c'est ça. Euh, Bon, moi, j'ai quand même tendance à dire qu'on s'en sort plutôt pas mal par rapport à d'autres nations qui ont du mal à gagner ces matchs-là de fenêtre. Euh, Mm. Là, c'était quoi au tout début? C'était début juillet ou en juin? On a joué 2 fois. On en a perdu un, il me semble. Contre le Monténégro, Euh, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, on a une défaite. Sinon, ensuite, on a marché sur la Hongrie. Ouais, C'est ça. carrément. Moi, on a globalement, depuis que ces fenêtres existent, depuis quelques années, on n'a pas à se plaindre en fait, on s'en sort plutôt bien. Et ça montre la qualité de nos joueurs. On a derrière nos top 10, on a suffisamment de bons joueurs pour avoir une marge sur Mm. l'Europe, quoi. Ce Par que rapport à d'autres, ouais. par rapport à d'autres nations qui au complet nous posent de gros problèmes dans les compétitions officielles, voilà. On s'en sort pas trop mal, hein. Je crois qu'on va évoquer le cas de la Serbie et de la Croatie. Nous, finalement, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Alors là, on a laissé un match en route. Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. De toute Bah, façon, on écoute, est premier de notre groupe. même chose pour moi, j'ai rien à rajouter. Je suis plutôt confiant avant le second tour, sachant que les résultats du premier tour de ces qualifications comptent également pour ce second tour. Donc Voilà. honnêtement, si on continue comme ça, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. Comme tu disais, on a un gros réservoir de talent avec, j'ai noté quelques noms, avec JT, avec Théo Malédon, qui a été plutôt bon sur les derniers matchs, Ah oui, Will Berry, Amatembaye, Sylvain Francisco aussi, qui avait participé tout à fait, Mm. aux fenêtres en février. tout à fait. Après, si j'ai un petit bémol, c'est vrai que sur quelques rencontres, il y a eu la défaite face au Monténégro. Et je me souviens aussi d'une victoire face au Portugal où là, c'était au mois de février, on n'a pas été si convaincant que ça. Score final 69-56, donc on a gagné, mais c'était un match retour qui joue au Portugal et adresse 4 à 3 points, 6 sur 23. Alors voilà, ça c'est tout ce que j'ai horreur, c'est ce que j'ai pas envie de voir, c'est qu'on tombe dans des travers comme ça. Un petit peu comme nos équipes de jeunes, je disais. Si on se met à jouer en équipe et si on arrive à dominer comme on a fait contre la Hongrie, comme on a fait sur les autres matchs, là, pas de problème. Mais en dehors de ces deux accros-là, j'ai rien à ajouter de plus. Je suis plutôt confiant et si ça peut se faire, tant mieux. Romain, je pense que tu partages. Ouais, ouais, confiant, parce qu'au final, il reste 2 matchs, c'est ça? Euh, De qualif? Non, un peu plus? Ou Plus, en tout cas, Faudrait que je plus. regarde. Enfin, il y en a là, deux il y a 2 matchs avant à la fin l'Euro, là, du c'est mois. ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, on va avoir la grosse équipe de France.
Donc là, pour ces 2 matchs-là, on sera tranquille. Donc non, après pour la suite, je vois pas ce qui peut nous arriver, plus que confiant contre la République tchèque et puis la Bosnie. Non, tranquille, tranquille pour tout ça. Combien être qualifié par groupe en fait? Je crois que c'est beaucoup. Hein. Je crois que c'est 3. Je crois que c'est 3. Sur la Ouais. deuxième phase, c'est les 3 premiers? Ok. Ouais, je crois. C'est des groupes de 6 et les 3 premiers sont qualifiés. Et il n'y avait pas un tournoi aussi, une dernière chance pour les quatrièmes ou un truc comme ça, non? Faudrait que je vérifie, je crois pas. Ouais, faudrait que j'ai pas vérifié avant. Très compliqué les qualifs. Ouais, Ouais. Ouais, mais je trouve que ça fait un peu long. Après, ce que j'aime, c'est que les différentes sélections nationales jouent devant leur public et que Mm. et également le fait que c'est quand même un succès populaire. Les gens se Ouais. déplacent dans les salles. Alors, moi, s'il y a un truc que je capte pas, pour en finir avec cette fenêtre de qualif 2023, c'est que entre le 7 août et le 27 août, Ouais. il y a 6 matchs, dont 4 amicaux et 2 qui vont compter pour la Coupe du Monde. Donc là, on vient de jouer contre les Pays-Bas. On joue 2 fois l'Italie, une fois la Belgique. Donc ça, c'est juste en amical. Et avant de commencer l'Euro, on nous colle 2 gros matchs, France-République tchèque et France-Bosnie, qui eux ont compté pour la qualif Coupe du Monde. Ça, c'est J'avoue pareil, il que faudra qu'on m'explique j'avoue que je l'utilité. comprends pas moi Bref, aussi. ça, c'est un autre débat. Mais pour dire que, voilà, vu qu'on va voir le roster final de l'Euro très bientôt, tranquille pour ces 2 matchs-là. Et après, en effet, il faudra rappeler ceux qui nous ont rendu service et qui pourront pas être là, entre ceux de NBA, ceux d'Euroleague et peut-être ceux d'Eurocup aussi, qui seront pas relâchés par les clubs, de rappeler. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même un fort puits, on va dire, de réserve par rapport aux bons joueurs pour pouvoir faire limite une deuxième, voire une troisième équipe de France, quoi. On aurait peut-être pu faire sauter 1 ou 2 matchs amicaux, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup en août. Après, avoir des matchs de qualif juste avant l'Eurobasket, finalement, ça permet de faire à la fois Voilà. une préparation pour l'Eurobasket Mm, mm. et puis sur des matchs officiels, quoi, des matchs à enjeu. Donc ça pour le coup, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de matchs en août là, ce qui nous permettra de voir beaucoup de matchs, nous, parce que C'est ça. c'est télévisé. Bon, mais effectivement, il ne faudra pas qu'il y ait de blessures parce que cet Eurobasket s'annonce monstrueusement compliqué, Mm. surtout notre poule, donc il ne faudrait pas blesser 2 joueurs. Bah, Ça écoutez, les a l'air gars, bien parti pour la qualif pour la Coupe du Monde. c'est clair. Ça Pour nous, en tout cas, c'est bien parti. Écoutez, les gars, on va parler de la Serbie. Parce que la Serbie, elle, est pas au mieux avant d'aborder ce second tour de qualif. Et est-ce que pour vous, la Serbie peut être éliminée de la qualification peut être éliminée de cette qualification pour cette Coupe du Monde? C'est une question que je vais poser à Romain. Romain, tu voudrais réagir là-dessus? Ouais, ils peuvent, hein. Et puis quand je vois les 2 derniers matchs juste avant l'Euro, qui vont être la Grèce, donc là, et puis la Turquie en Turquie. S'ils perdent ces 2-là, voilà quoi, ils peuvent. S'ils sont pas sérieux, ils peuvent. Mais c'est là où on voit la réserve de joueurs que nous on a, que eux n'ont peut-être pas. Parce que quand on se souvient les premiers matchs de qualif qu'il y a eu au début de l'année, on voyait bien que c'est compliqué, quoi. Ils n'y arrivaient pas. Je me souviens, je crois que c'était un match contre l'Italie où ils passent au travers complet chez eux, je crois. Ou c'était plus l'Italie, je ne sais plus. Mais pareil, à aucun moment, c'est le genre de choses qu'on s'appelle la Serbie avec tous les joueurs qu'on a, où ils doivent passer au travers, mais pas de joueurs d'Euroleague, pas de joueurs NBA. Forcément, c'est un peu plus compliqué. Christophe? Effectivement, les 2 matchs à venir sont. Donc c'est autour du 25 août là. Ça va être compliqué, hein. La Grèce au complet.
avec la famille Antetokounmpo, -1. J'ai cru comprendre qu'ils en avaient coupé un quand même. Et puis ensuite, c'est donc la Turquie, en Turquie. Voilà, c'est en fait les 2 plus mauvais matchs possibles, hein. La Grèce qui est première du groupe, la Turquie 3e. Donc ça va être compliqué. Après, quand tu es la Serbie, alors là, pour le coup, ça sera pas le roster des fenêtres. Je suis allé voir, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de noms entre guillemets «connus». Là, on aura un roster plus fort, mais enfin comme les autres équipes. Donc il va pas falloir se louper. La Serbie dos au mur, on va voir ce dont elle est capable. Elle en est capable, hein. Après les J'espère pour eux. États-Unis, ce sont les joueurs presque les plus beaux à avoir joué, les plus techniques, les plus forts. Mais ça fait pas une équipe. Ça fait pas une équipe. Bah, Voilà. Et puis j'ai vu aujourd'hui, même il y a pas en soirée là, que Pešić coupait Teodosić. Teodosić. Voilà. Ouais. Donc ok. Donc ils se disent il faut faire le ménage, il faut apporter du sang neuf, je sais pas quoi, il faut donner les clés du camion à Micic. Moi, ça m'étonne quand même. Je pense pas que ça soit sur le niveau du bonhomme, parce que quand on voit ce qu'il a encore fait cette année en Eurocup, je pense que c'est plutôt en termes de grande gueule et d'influence dans le vestiaire. J'imagine que c'est ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez difficile à coacher. C'est le patron. C'est le patron sur le banc et sur le terrain. Donc j'imagine que ça va être ce genre de considération, mais c'est quelque chose qui doit tout à fait perturber les autres joueurs. Parce que sortir Teodosić de l'équipe de Serbie, c'est incroyable quand même. À 20 jours du début, Ouais. c'est très bien calculé. Ouais. Wow. Ça va créer un choc d'un sens ou dans l'autre, en fait, hein. On saura très vite, en fait. Ben, puisqu'on parlait des fenêtres de qualif pour la Coupe du Monde, moi, ce qui me dérange, et vous avez un peu abordé le sujet, c'est qu'effectivement, ces pays-là, ok, c'est des pays de basket, c'est un pays de basket, la Serbie, il n'y a pas de doute. Ok, pour des petits pays comme ça, ils produisent des talents incroyables, mais après, pour eux, je pense quand même que ça reste difficile d'aller puiser toujours plus pour aller chercher d'autres talents. Je veux dire, si tu fais vraiment jouer des prospects très jeunes, là, le risque, c'est qu'ils se fassent démolir, parce que les mecs ne sont pas encore complètement formatés. Et puis, quand je vois que tu peux pas avoir Misic, tu peux pas avoir Teodosić, même s'il a joué sur des derniers matchs de fenêtre, tu peux pas avoir Kalinic, Ludzic, ils sont pas là. Donc c'est clair que c'est plus dur de gagner. Et en plus de ça, si tu prends par exemple Boban Marjanovic et Nemanja Bjelica qui étaient en NBA, voire Vanja Marinkovic, ils arrivent en juillet dans l'équipe alors qu'en février ils sont pas là. C'est pas top pour être vraiment dans une préparation. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que faut que tu trouves des automatismes, faut que les mecs ils se connaissent entre eux. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, je peux comprendre que les gens ils gueulent par rapport à ces fenêtres. Moi, les fenêtres, au début, je critiquais. J'aime bien parce que je vois que ça a du succès, ça marche. Mais le souci, c'est que si déjà, tu n'as pas les joueurs d'Euroleague, admettons, on met les joueurs NBA de côté, si tu n'as pas les joueurs qui jouent en Euroleague, bah, tu baisses d'un cran en termes de niveau et tu as des résultats complètement faussés. Donc, le risque, c'est ça. Et le risque aussi, selon moi, j'ai vu l'interview de Zarko Pascal sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils aillent naturaliser des mecs, quoi. Et c'est pas ce que j'ai envie de voir, clairement. Alors, il me semble que Teodosić avait pris position contre ça assez tôt, en fait. Il me semble qu'il avait dit, mais il y a déjà pas mal de temps, le jour où la Serbie naturalisera un joueur, il ne faudra plus compter sur moi. Donc Ouais, il peut-être que avait dit finalement ça. les deux infos, c'est peut-être voilà, Ouais, c'est voilà. peut-être un petit peu ce qui se passe. C'est quand même fou. De toute façon, les naturalisations, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi, ce qui me tue, c'est que même les clubs en Espagne et en Italie profitent
du fait que les mecs prennent des passeports pour signer plus d'étrangers dans les équipes, quoi. Et c'est ça qui fait que tu vois même plus de jeunes joueurs espagnols, italiens qui foulent les parquets. Et c'est dommage. C'est dommage. Il faudrait beaucoup plus dur sur le nombre d'étrangers. Il faudrait une harmonisation européenne plus forte sur le nombre d'étrangers. C'est clair. C'est clair. Je suis désolé. Même en Euroleague, hein, je suis désolé, on peut pas. Enfin, c'est trop. Ouais, ouais, ouais. Bah après en Euroleague, là où c'est différent, c'est des armadas. Mais c'est vrai que ça manque un peu l'époque où tu voyais des mecs sur le terrain qui venaient, des locaux, quoi, des jeunes joueurs français, des jeunes Italiens. Et à l'époque, ça marchait, quoi. Ça marchait. Oui, tout à fait. Alors, on va justement parler d'un autre pays qui, lui, est encore plus en galère. C'est la Croatie. Comment vous expliquez, les gars, la faillite du basket croate, même si on sait que ça fait depuis un bail qu'ils n'ont pas remporté de compète? Je vais commencer par demander à Christophe. J'ai pas de, j'ai pas de raison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me surprend aussi de les voir éliminés là de la Coupe du Monde. C'est d'autant plus navrant que ces temps-ci, comme je disais tout à l'heure, on évoque la Dream Team 92 qui jouait en finale des Jeux de Barcelone contre la Croatie et de Kukoc. Donc, alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas une réserve de joueurs comme la nôtre. Alors, c'est un petit pays, hein, mais il y a des petits pays comme la Lituanie ou la Serbie qui arrivent quand même à gagner des matchs en fenêtre. Mais là, ça a été une catastrophe, là, ces qualifs. D'autant plus contre des adversaires. Alors, il y a quand même la Slovénie, mais la Slovénie hors Doncic, c'est pas la même Slovénie que. Voilà. Dans le groupe, il y avait la Finlande et la Suède. Il fut un temps où Croatie-Finlande ou Croatie-Suède, la cote était pas du tout intéressante. On savait que la Croatie allait gagner et largement, même pas au complet. Là, Ouais, maintenant, on a des équipes. Alors, la Finlande, c'est un pays du basket, qui monte hein, en termes de basket, mais c'est voilà, c'est très étonnant. C'est très étonnant, c'est que la Croatie, avec tout son passé et son goût pour le basket, n'arrive pas à avoir une seconde unit capable de gagner ces matchs-là. Ce sont sans doute des raisons un peu plus intrinsèques à la formation des joueurs là-bas. J'ai pas de, je ne fais que le constater. Il faudrait demander à un spécialiste du basket de l'ex-Yougoslavie pourquoi la Slovénie ça marche et pourquoi la Croatie c'est en train de s'effondrer. Romain. Non, mais je pense que, enfin, moi, pour mon avis perso, hein, quand on regarde les joueurs qui pour l'instant sont convoqués dans le pré-roster de l'Euro, il y a quelques joueurs qu'on connaît quand même très bien. Bogdanovic, Zubac, Saric, entre autres, qui sont dedans, ou Ezonia. Et puis par contre, après, derrière, on ne connaît pas trop. Et puis par contre, après, quand on voit jouer aussi, clairement, c'est une catastrophe. J'ai vu un ou deux matchs. Je trouvais que ça jouait extrêmement mal de manière générale. Alors, d'où est-ce que ça vient en effet? Ouais, faudrait voir, mais je pense que c'est un mal qui est plus profond dans le basket croate de manière générale. Puis pareil, hein, quand on regarde les résultats des jeunes qu'il y a eu cet été, c'était pas la folie non plus, quoi. Donc, étonné, mais au final, pas tant que ça si on regarde. Et puis, l'impression que ça donne, c'est que ça va durer, en fait. Alors là, pour l'Euro, ça va être différent parce qu'il va y avoir quand même une grosse équipe croate. Ils vont avoir un groupe qui va être assez compliqué, quoique c'est les 4 premiers. Donc au final, ils devraient s'en sortir quand même s'il n'y a pas trop de bêtises de fait, puisque c'est les 4 premiers par groupe de 6 qui passent.
Ouais, il y a la Grèce et Mais l'Italie, donc à part ça voilà, devrait le faire. ça devrait le faire. Mais bon, le basket anglais commence à s'y mettre. Les Estoniens, les Oui, Ukrainiens peuvent éventuellement aussi, voilà, les Italiens. Donc bon, ça fait un groupe quand même où s'il n'y a pas de bêtises, ils doivent passer normalement. Mais c'est vrai que je pense que c'est un mal qui est plus profond, quoi. Bah écoutez, c'est intéressant qu'on en parle parce que j'avais déjà évoqué le sujet sur des précédents podcasts avec Ludo. C'est vrai que la Croatie, à part au tout début des années 90, lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance, ils avaient été médaille d'argent au JO de Barcelone en 92 face à la Dream Team, au Team USA. Médaille de bronze à l'Euro de basket 93. En 94, ils sont médaille de bronze à la Coupe du Monde. Et en 95, ils sont encore médaille de bronze à l'Eurobasket. Et ensuite, bah, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, à part à la 4e place à l'Eurobasket en 2013. C'était au moment où, il me semble que c'était au moment où il y avait Ante Tomic notamment. Mais c'est que des résultats inconstants. C'est-à-dire que même pour des qualifications aux Jeux Olympiques, en 2008, ils se qualifient quand même aux JO. Ils se qualifient aux JO de Rio en 2016, mais entre les deux, ils ne sont pas qualifiés aux Jeux Olympiques de 2012 ni aux JO de 2020. Heureusement qu'ils se qualifient souvent pour l'Eurobasket, donc c'est-à-dire qu'ils ont toujours participé à la compétition. Mais j'ai peut-être un élément de réponse. Effectivement, j'ai lu sur certains forums des commentaires qui commencent à dater d'il y a quelques années, où il y avait des fans croates qui parlaient du basket dans leur pays, et où ils disaient carrément qu'au niveau de la Fédé, il y avait quelque chose qui allait pas. Pourtant, c'était Dino Radja même qui avait eu un peu cette responsabilité à la Fédé croate. Et il se plaignait parce que il faisait remarquer que déjà en championnat, si on regarde la Ligue Adriatique, qui est un peu le championnat qui représente ce qui était le championnat des pays de l'ex-Yougoslavie, mais à l'époque où le pays était unifié, on se rend compte que le Cibona Zagreb, ils sont endettés jusqu'au cou. On se rend compte que Zadar, bah, c'est à peu près la même chose. Donc les clubs ont plus de fric. En plus, ils participent même plus à des coupes d'Europe. Donc c'est-à-dire que les seules compétitions où les clubs croates participent maintenant, c'est des compètes comme, bon j'en souris, mais c'est terrible, comme la Alpe Adria Cup, qui est une compétition vraiment méconnue avec peu de com autour, avec des clubs slovaques, quelques clubs slovènes, mais le niveau n'est pas extraordinaire. Et puis j'ai cru comprendre que la popularité même de ce sport, du basket, est devenue moindre suite aux mauvais résultats. Donc c'est-à-dire que la Croatie, le sport numéro un, c'est le foot, et juste après, c'est le handball, parce qu'ils ont cartonné dans les années, pendant toutes les années 2000 à peu près. Donc voilà, c'est triste de se dire qu'un sport qui était un sport reconnu dans un pays comme ça soit tombé aussi bas, et quand on voit que les résultats ne suivent pas, c'est triste, parce que on pourrait se dire que là, c'est parce qu'il n'y a pas, il y a pas les joueurs clés. Effectivement, on peut se poser la question. Mais quand je vois que même dans des compétitions officielles, quand il n'y avait pas encore les fenêtres, ils galéraient et ils n'ont jamais obtenu de résultats, ben, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, surtout que la Serbie, qui est un peu plus peuplée, mais c'est juste 7 millions d'habitants, a eu une petite période, effectivement, là aussi, où ils ont galéré. Mais ensuite, ils ont quand même eu des résultats où ils ont fait des podiums. Donc la Croatie, c'est dommage, clairement. Clairement. Tu disais que la Croatie, enfin, il n'y a pas de club croate dans les compètes européennes que l'on connaît? Il n'y a plus de club croate, hein, faudrait que je 100% regarde. croate, je dirais peut-être. Ben, Parce Zagreb qu'il y a la ou fusion, Simona voilà, il y a Zagreb, la ils sont fusion, pas. c'est des Vita. voilà. Le seul club qui leur restait qui était compétitif et qui avait de la thune en plus, mais apparemment ils n'avaient pas une grosse base de fans, de ce qu'ils ont l'air de dire, à la différence du Cibona, ben, ils ont fusionné avec le CD Vita Olympia, ils ont Ljubljana. fusionné avec Ljubljana, mais le club est en Slovénie. Donc ben voilà, hein, t'as C'est vite ça. fait le calcul. Et Zagreb n'était pas en BCL ou en. Non? Non, 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 faudrait que il y avait quelques années, ils y étaient, ils avaient essayé de faire jouer Split aussi, sachant que Split, qui était revenu en première div de la Ligue Adriatique, avait accepté de jouer la BCL, mais je crois qu'ils jouaient pas la. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas jouer la Ligue Adriatique. Donc tu vois, déjà ça, tu te poses des questions, quoi. Ils veulent jouer qu'une seule compète, mais pas l'autre.
Tu te dis qu'il y a vraiment plus de thunes, quoi. Et en plus, j'ai vu, le Cibona a été repris par des nouveaux dirigeants, dont le frère de Drazen Petrovic. Donc c'est que vraiment ça va mal. C'est que vraiment ça va mal. Ok. Bah écoutez, on va passer à notre débat. Le débat, ça concerne l'Eurobasket. Je voulais savoir pour vous, tout simplement, est-ce que, clairement, c'est l'Eurobasket le plus relevé de l'histoire et est-ce que vous avez des favoris pour cette compète? Par rapport au, aux prélistes qu'on a des effectifs, hein. Pour l'instant, il y a beaucoup d'effectifs qui ne sont pas dans leur finalité, quoi. Je vais commencer par Christophe. Euh, alors, est-ce que c'est le plus relevé de l'histoire? Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais effectivement, c'est très très relevé et plus relevé que les derniers Eurobasket. En tout cas, on a l'impression qu'il y a pas mal de pays qui auront quasiment leur équipe au complet. Effectivement, notre poule à nous, on tombe mal, notre poule est très très relevée en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on tombe pas très bien nous, dans notre poule en fait, puisqu'on a Slovénie, Allemagne et Lituanie. Alors je vous disais tout à l'heure que c'était les 4 premiers qui étaient qualifiés, je crois que Ouais. c'était les 3, mais c'est les 4 premiers, oui. Donc on devrait réussir à passer devant la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie. Mais la tâche est incroyablement compliquée. Euh, les Français ont déclaré qu'ils étaient favoris, qu'ils envisageaient de gagner. Beaucoup pensent qu'on est favoris. Moi, je ne suis pas forcément de cet avis. On fait partie d'un groupe d'équipes qui devrait normalement accéder en demi-finale. Mais de là à dire qu'on est favori, non, 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 je ne suis pas d'accord. Pire Déjà, groupe que ça, groupe de la mort, hein. ah ouais, c'est le groupe de la mort. Enfin, déjà, je crois qu'on démarre par l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne, c'est plus ce que c'était. Maintenant, l'Allemagne, on voit bien en Euroleague, hein, il y a de plus en plus de joueurs très très sérieux. Euh, et ensuite, il faudra passer devant, enfin, en tout cas, être dans les quatre avec il y aura la Lituanie qui est toujours difficile à battre. Je pense qu'ils ont des joueurs NBA qui, pour le coup, seront présents. Et puis, il y aura la Slovénie. La Slovénie qui, sans doute, a envie de prendre sa revanche. Je pense que si on a fait revenir Dragic, c'est pas juste pour faire un dernier petit tour et puis on prend sa retraite. Non, non. Dragic qui était en retraite internationale, qui s'est fait convaincre par Luka Doncic de venir. Je pense qu'ils ont une petite idée derrière la tête, c'est de prendre leur revanche sur la France. Doncic sera encore plus fort que l'année dernière. Et là, avec Goran Dragic, moi, ça me fait un peu peur ce match-là contre la Slovénie. J'ai même envie de dire qu'on n'est pas favori. Donc voilà. Donc ça va être hyper excitant comme tournoi. Euh, c'est pas évident de donner un gagnant. Je mettrais quand même dans le dernier carré, je mettrais quand même la Slovénie, la France, l'Espagne et peut-être la Serbie. Mais l'Italie a son mot à dire. Voilà. L'Allemagne a son mot à dire. La Lituanie aussi. Donc c'est peut-être l'un des Eurobasket les plus excitants qu'on ait. En tout cas, moi, c'est un de ceux qui me fait le plus saliver. J'étais pas aussi excité les fois précédentes. Et j'espère que je pourrai voir un maximum de matchs. Alors, juste avant de laisser parler Romain, j'ai vu un sondage sur la page Twitter de Basket Data Scouting Ouais. où les gens ils ont fait un genre de sondage, quoi, où les gens, alors voilà, c'est les chances de probabilité par rapport par rapport aux bookmakers, ce qu'ils appellent ça, Mhm. et ils mettent quand même la Serbie favorite. Ah ouais. Serbie favorite, Slovénie juste après, France. Certains mettent la Grèce, mais je demande à voir, parce que c'est surtout parce que je pense que Ouais. les gens qui connaissent que l'NBA connaissent Yanis, quoi.
Ensuite, c'est l'Espagne, la Lituanie, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne, la Croatie. Et après, c'est tout ce qui est République tchèque, etc., etc. Moi, je suis pas loin d'être sur cette ligne-là, hein. Ah ben, Serbie, Slovénie. je pense que là, à part peut-être la Grèce où j'ai un doute, mais on va en parler. Honnêtement, voire même l'Espagne, je demande à voir, mais c'est vrai que l'Espagne, je pense que c'est peut-être pas fini, hein. Mais on va demander son avis à Romain. Romain, Alors, est-ce que on est favori? Je vais dire non. Je vais dire il y a des favoris. est-ce que tu penses que Euh, c'est, est-ce que tu penses que c'est l'Eurobasket le plus relevé de l'histoire? alors, oui, pardon. Déjà, question. Alors, pour moi, j'en ai pas vécu beaucoup, entre guillemets, pour l'instant, mais aussi intéressant et en regardant en détail par rapport à ce qui se faisait avant. Quand on regarde les noms, que ce soit ceux qui ont dit qu'ils seraient là, qui sont encore là, et pour l'instant pas blessés, donc si on compte NBA et Euroleague, pour moi c'est un truc de fou ce qui va se passer. Pour l'instant, pas de gros blessés, donc tant mieux. Une surprise, Teodosic qui est déjà coupé à 20 jours du début. Alors il y a peut-être juste ça pour l'instant qui est marquant, on va dire. Pour le reste, a priori, tout le monde est là et tout va bien pour tout le monde. Il y a peut-être a priori, je viens de voir là, Papagiannis à l'intérieur grec, qui a une petite blessure musculaire et qui est un petit peu questionnable, on va dire. Mais pour le reste, tout le monde est là et c'est ça qui va être incroyable. Et quand on regarde chaque équipe, il n'y a que des gros joueurs, des mecs avec des CV de folie dans tous les sens. Alors nous, les Serbes, on en reparle tout à l'heure, mais les Croates, la Bosnie, il y a plein de joueurs référencés dans toutes les équipes. Et pour moi, ouais, ça va être l'Eurobasket, je pense, ouais, le plus relevé de l'histoire, je pense, en termes d'intensité. Je pense que c'est ça surtout qui va faire que, quoi. Et j'ai hâte de voir ça. Il est grand temps que ça commence, quoi. Et après, pour parler de nous, annoncer d'entrée de jeu qu'on est là pour gagner et que voilà, les Serbes ont dit la même chose, hein. Récemment, c'est Jokic qui a dit aussi, ils sont pas là pour venir faire de la figuration et ils veulent aussi la médaille d'or. Donc, quand on regarde tous les effectifs, tout le monde peut gagner, quoi. Les Grecs, tout le monde est là, hein. Les top joueurs grecs sont là, les top allemands, pareil. Ça va être c'est incroyable. Une densité folle. Bah écoutez, par rapport à ce que j'ai noté moi, est-ce que c'est l'un des plus relevés? J'aurais envie de dire oui, en tout cas. C'est un truc de dingue, quoi. Jokic va jouer pour la Serbie. Il va y avoir Giannis Antetokounmpo et ses frères pour la Grèce. Nurkic va jouer pour la Bosnie-Herzégovine. Nous, on va avoir Fournier Gobert. Il y a Goran Dragic qui fait son retour avec la Slovénie, comme disait Christophe. Ça va être un Eurobasket de dingue. Pour moi, je verrais bien la Slovénie effectivement revancharde face à nous. Et je les imagine bien faire un doublé. Maintenant, quand je vois notre effectif, je me dis, il est pas mal notre roster, hein, mais je le dis franchement, par rapport à ce que j'ai vu à une certaine époque, ça me paraît moins balèze. Je fais peut-être la fine bouche, hein, mais ok, on a Fournier, Gobert, mais je veux dire, j'ai l'impression d'un côté que on a peut-être moins de joueurs NBA qu'avant, et ça, là où je peux trouver que c'est rassurant, c'est que je me dis que dans le jeu FIBA, ben, on va peut-être pouvoir mieux s'adapter. Mais de l'autre, quand je vois déjà toute la hype qu'il y a autour de l'histoire de la naturalisation d'Embiid, même s'il va pas être là pour cette compète-là, hein, mais déjà ça m'inquiète. En plus, là, il y avait une histoire comme quoi les joueurs qui voulaient signer pour des clubs russes, ça allait poser problème. Alors Tom Hurtel a dit que finalement, il allait pas signer tout de suite au Zénith Saint-Pétersbourg, mais c'était pas si clair que ça. Enfin,
là où j'ai vraiment du mal à nous voir favoris, c'est qu'effectivement, je trouve que notre effectif, il a beau être incroyable sur le papier. Quand je vois les autres équipes, quand je vois la Serbie, c'est du lourd. Quand je vois des équipes comme quand je vois des équipes comme la Turquie, voilà, je l'ai noté, la Turquie, je trouve que c'est pas mal, hein. Alors ok, ils n'ont jamais confirmé dans des Eurobasket, mais quand je vois la pré-liste, je me dis est-ce qu'ils vont pas gêner pas mal d'équipes? La Lituanie, ben, on sait que c'est balèze, donc pourquoi pas, hein. Ils ont toujours des sacrés rosters. Après, faut voir. Ouais. Après la Grèce, j'ai un peu plus de mal à y croire parce que, ok, il y a Giannis Antetokounmpo, mais je trouve que je trouve qu'à l'intérieur, la Grèce, bon, il y a Papa Yanis, mais je trouve que ça a déjà été plus balèze. Moi, sur les postes 4, poste 5. Après, l'Italie, attention, l'Italie, Ouais, ils ont un gros roster. C'est ouais, ouais. faiblard au poste 5, c'est pas nouveau. Mais on a vu que ça les a pas empêchés de faire de bons résultats l'année dernière, Ouais. hein. Ouais, ouais, l'Italie, franchement, je demande à voir, hein. L'Espagne, je sais pas trop quoi en penser, parce que l'Espagne, on a connu la période des frères Gasol, l'époque où ils trustaient tous les titres. Est-ce que là, ils peuvent aller loin? Je me dis pourquoi pas. Donc, ça va encore être un Eurobasket très relevé. Et j'ai envie de dire, oui, ça va peut-être être un des plus relevés de l'histoire, si c'est pas le plus relevé, quoi. Mm. Ce qui, alors moi, je pense que ça va. Alors, pour le favori, ça va dépendre beaucoup de la mayonnaise serbe, hein. Si jamais, pour une fois, la mayonnaise prend, enfin, on a du mal à pas les mettre en tête, hein. En ce qui nous concerne, je suis un peu embêté. Alors, bon, il n'y a pas de colo. Et la France en colo, c'est quand même clairement moins fort. Ouais. On n'a pas quelqu'un qui est capable de faire une passe magique et de trouver un panier, de trouver un intérieur sous le panier ou de se créer son propre shoot ou d'aller provoquer des lancers francs parce que l'air de rien, Nando, quand il s'agissait de tenir la balle en fin de match et d'aller shooter des lancers francs lorsqu'on lui faisait une faute, c'était quand même une assurance tout risque, hein. Même contre Team USA, ça marchait. Là, c'est autre chose. Et puis, et quelque chose qui m'inquiète aussi, c'est la blessure et l'absence donc de Mustapha Fall, qui pour moi était le numéro 2 en termes et presque le numéro 1 bis en termes de pivot, parce que il a, il est le seul de nos intérieurs à qui on peut donner le ballon sous le panier pour créer son propre shoot, quoi. Il peut jouer dos au panier, Mustapha Fall, chose que Poirier ou Gobert ne font pas. Déjà été un petit peu, mais c'est pas aussi efficace. Si l'Olympiakos a été aussi performant cette année, c'est aussi beaucoup grâce à Mustapha Fall, en plus qui est un excellent passeur, qui a une très bonne vision de jeu. Je suis très embêté de ne pas le voir avec nous parce que finalement, ça réduit un peu notre jeu intérieur en termes d'options. En termes Mais en d'options plus, offensives, on ne peut pas donner le ballon à Vincent Poirier sous le panier comme on le donne à Mustapha Fall. tu vois, tu cites deux joueurs, déjà De Colo, on sait qu'il est exceptionnel, mais même Mustapha Fall, tu cites deux joueurs là qui, qui se retrouvent plutôt bien dans le basket FIBA, quoi. Ouais. Et En je me plus, dis, tout à fait. j'espère qu'on va pas tomber dans des travers où on va faire du jeu, on va genre passer la balle à Fournier, le regarder jouer et le laisser prendre des décisions. Faut absolument pas qu'on joue un basket comme ça, hein. Si c'est comme ça dès le départ, avec le groupe qu'on a, je crois qu'on va pas Je, s'en sortir. j'ai assez peur en fait qu'on n'ait pas un fond de jeu très varié et très. Voilà. Pour peu un peu comme nos équipes jeunes, pour peu que on empêche Rudy de claquer des dunks et qu'on l'éloigne un peu du panier, il va falloir trouver des options offensives. Et je sais pas si va falloir, enfin, on le saura sur les derniers matchs de qualification et peut-être sur les prochains matchs amicaux, mais il y a de quoi nourrir quelques inquiétudes. Après, il va falloir faire une sélection. Je me posais la question sur les meneurs. Entre Malédon, Hurtel, Tilikina, il en reste un Okobo. J'imagine qu'on va pas partir avec les 4. Lequel vous enlevez, vous? Bon, on peut imaginer que Hurtel, on le garde.
C'est le titulaire. Oh, je sais pas, Et avec l'histoire. entre Intilikina, Malédon et Okobo, qui vous laissez à la maison? C'est pas évident. Pas évident du tout. Ah, c'est un peu chaud, ouais. Hein. Ouais, ça va être. Ouais. Parce que Malédon, il a fait des Tilikina, perfs. Hein. on sait bien qu'il va pas marquer, il va pas shooter beaucoup, il va pas marquer. Par contre, c'est quelqu'un, surtout à l'absence d'Albici, qui peut défendre fort sur, sur un 1 ou un 2 adverse, Tilikina. Après, Malédon, là, ses dernières sorties avec l'équipe de France, c'est assez séduisant quand même. Alors, toujours dans un jeu un peu style à l'américaine, attention, hein, dans le basket FIBA, il faut voir ce que ça va donner. Okobo, bon, Okobo, il est aussi très adroit, très performant, il sait se créer son shoot. Enfin, alors là, je me mets à la place de Collet. Lequel sortir parmi ces quatre-là, c'est pas évident. Et il faudra aussi encore en sortir un dernier, puisque je crois ils sont 14 et ils partent à 12, il me semble. Mm. Donc, peut-être coordonner, je sais pas. Et sinon, Romain, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est pour dire que ça va être compliqué pour Collet de faire le bon choix là-dessus, parce qu'à la main, bon, il y a des profils qui sont différents. Donc c'est vrai qu'en termes de choix, ça va être très compliqué. Maintenant, après, ouais, attention au jeu. Alors, le match contre les Pays-Bas, moi, pas très intéressant parce que bon, bah, au final, il n'y avait pas grand-chose en face. J'attends de voir la fin de la semaine les deux confrontations contre l'Italie. Ouais, on en Là, saura déjà, beaucoup on plus. en saura beaucoup plus de la façon de jouer quand il va y avoir plus de, de- d'adversité, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour les Pays-Bas. Parce qu'on va avoir Euh, du Padjola, du Tonut, du Magnon, tout ça, ça va être autre chose en termes de ligne arrière. Polonara et compagnie, donc Ouais. ouais, Ça va être ça va pas très être la intéressant. même sauce, ouais. Ça c'est clair. Et puis après, ouais, on a un groupe relevé. Et puis je regardais un petit peu, on coupe avec le groupe A. Et groupe A, c'est Turquie, Monténégro, Espagne, la Géorgie, la Bulgarie et la Belgique. Va pas falloir trop en perdre nous de notre côté, parce que s'il y a des petits calculs de l'autre. Je suis pas super serein de tomber contre des Espagnols, certes un peu vieillissants, mais qui peuvent être très pénibles à avoir joué. On connaît l'historique. Donc il va falloir être hyper sérieux. Et puis, bah, pareil, hein, même si c'est contre les Turcs ou d'autres, ce sera pas gagné loin de là, quoi. C'est quand même ce groupe fait quand même moins peur que le nôtre. Hein. Voilà. Moi, je regardais tous les groupes, Mais tu as une ou deux fortes équipes. Tu vois, dans celui-là, ouais, tu as voilà. Espagne-Turquie. Dans le groupe C, tu as Grèce-Italie. Dans le groupe Mm. D, tu as la Serbie. Le reste, c'est pas très fort quand même. Non, le Mm. groupe de la mort, c'est bel et bien le nôtre. Hein. C'est nous. Et c'est pour ça que je dis, il va pas falloir trop en laisser en route, parce que bah, après, ça peut te faire une suite d'euros pas terrible là-dessus. J'en profite juste pour rappeler que l'euro sera visible uniquement sur Canal+, Eh ouais. qui a les droits exclusifs pour cette édition. Hein. Donc, pas de Terrible. Canal, pas d'abonnement Canal+ Sport avec toutes les chaînes sport et leurs canaux additionnels, époque Basket+, Foot+, ça veut dire pas d'euros pour personne cette année. Ce sera qu'à partir de l'année prochaine où on pourra voir ça gratuitement. J'ai la chance de pouvoir avoir Canal+, donc je pourrais suivre. Mais ouais, pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, pas de match. Sauf à partir des, je crois, quarts demi-finales, parce que c'est protégé. Il faut que ce soit diffusé de manière gratuite et c'est M6 qui pourra le diffuser. Mais si l'équipe de France ne va pas au bout, voilà. Mais ça veut surtout dire aussi que les gros matchs, pardon, ne seront pas visibles par tous, ou en tout cas pour ceux qui n'auront pas Canal et notamment bah, le premier match de l'équipe de France d'entrée de jeu et les deux premiers qui sont des gros matchs directs. Et on peut même pas, j'imagine, prendre un abonnement FIBA
Alors, je pense, comme la logique devrait être respectée comme d'habitude, je pense que Sauf les matchs avec d'équipe de France, quoi. voilà, les autres matchs seront visibles, mais je pense que Canal+ a mis son petit veto pour que les matchs soient pas diffusés sur le site internet. Je pense que ce Oui, sera, comme les autres années. le cas comme les autres années, exactement. Donc, ça veut dire pas de Slovénie et Lituanie sur le premier match et pas de France-Allemagne la première journée, quoi. Et petite question, avant qu'on termine. Vous pensez quoi de la Grèce? Voilà, j'en parlais tout à l'heure. La Grèce, ok, il y a Giannis Antetokounmpo. Est-ce que vous pensez que la Grèce, Bah, vous les voyez aller loin dans l'Eurobasket? si on regarde juste Roadster, qui pour l'instant est pré-convoqué, il y a quand même du lourd, hein. Tyler Dorsey, Sur les lignes arrière, ouais, c'est balèze. Léo Antetokounmpo, Larantzakis, Papapetrou, Papagiannis, s'il le fait, Sloukas, Papanicolaou et Calates. Après, À en effet, à l'intérieur? l'intérieur, j'ai l'impression que en effet, ce sera leur point faible. Ouais, Mais bon, avec Giannis qui peut jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. voilà. Mais ce sera pour la gratter parce que je pense que eux aussi, hein, ils sont pas là, je pense, pour faire de la figuration. Mais sur les noms, en tout cas, qui ressortent de l'équipe, ça va être du lourd là aussi. D'ailleurs, j'ai vu une déclaration d'Antetokounmpo qui lui-même est conscient de ne pas être prêt. Son équipe n'est pas prête encore. Donc, Ouais, Oui, alors, il a j'ai envoyé vu un petit passer ça scud. ouais, à ses coéquipiers. Donc, c'est une belle lucidité, c'est bien, c'est peut-être je me encourageant. suis posé la question s'il n'a pas fait ça exprès pour essayer de Ouais, les voilà, il y a peut-être galvaniser. aussi de ça, quoi. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner la Grèce parce Et puis, que pour grand moi, coach aussi, hein, qui a ouais, tu repris, disais, l'équipe, hein. Et je dis gros coach, hein, aussi qui a repris l'équipe, hein. ouais, c'est qui déjà? C'était l'ancien du Itoudis, Itoudis, ouais, c'est ouais, ça, ouais, pardon. c'est le coach du CSKA Moscou. Ah oui, d'accord, ah oui. Donc, Alors là, avec Itoudis comme coach, ouais, c'est à ça. voir. À voir. Moi, je trouve qu'ils avaient des rosters qui me paraissaient plus balèzes avant, mais c'est vrai que avec des Tyler Dorsey, avec Papa Petrou, c'est costaud quand même. C'est costaud quand même. À l'intérieur, c'est peut-être plus faible. Bon, il y a Papa Yanis quand même. Il y a Yanis Antetokounmpo. Probablement Costas aussi, le frère. Mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, ouais. Après, là où je trouve que c'est intéressant, voir ce que vont donner des équipes comme la République tchèque, Pologne, Finlande, Israël, toutes ces équipes-là qui sont dans le même groupe, mais qui est un groupe qui est quand même un cran en dessous des autres. Et c'est là que je me dis que la Serbie, c'est tout bénef pour eux, hein. Si la Serbie sort pas en tête de ce groupe-là, je comprends pas. Après, Ah ouais. attention Bah, quand même à la République tchèque ou à la Ouais, ouais. Pologne, hein. Mais, mm, mm. Ouais, et ouais, Finlande, République tchèque, Pologne sont des équipes qui sont sur des phases ascendantes, hein, en termes de niveau de jeu, Mm. ces ouais. dernières années. Et le groupe Da- D, du coup, Vas-y, pardon, je te finis. République tchèque avec Vesely et Satoranski, c'est ça, hein, je me trompe pas. Donc c'est sympa quand même. C'est Et ça. puis nous, de notre groupe, en plus de la Lituanie, de la Slovénie ou de l'Allemagne, la Bosnie-Herzégovine, alors ça paraît peut-être moins balèze parce qu'ils n'ont jamais fait de résultat, mais quand tu vois qu'il y a Nurkic, ils ont quand même quelques bonhommes dans le secteur intérieur. Attention quand même, hein. Le C'est groupe ouais, de la mort. Ah ouais, ouais, c'est c'est clairement. c'est ça. Ok. Bah Euh, écoutez les gars, je ne sais pas si vous vouliez rajouter un truc. non, je voulais juste dire que à la Maine, en Grèce, en Grèce, il y a quand même Calates et Sloukas en théorie, donc Mm. ça devrait le faire. C'est deux joueurs quand même que nous qui sommes spectateurs d'Euroleague, on est content de voir dans la même équipe. C'est ça. Faut en profiter. Ouais, c'est vrai. Qu'on est plus proche de la fin pour eux aussi Ouais, pour les deux, ouais. que du début, hein. Ok. Bah écoutez les gars, on a hâte que ça commence, cet Eurobasket. Et 20 puis, jours, 23. ouais, c'est dans pas longtemps, c'est clair. Et puis, on espère que nos auditeurs apprécieront ce nouvel épisode. Allez, à plus! À Salut! bientôt. Ciao.